Je remercie beaucoup le CRAX, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé de la prononciation, ainsi que l'association des retraités de Sonatrach représentée ici par M. Touati, un ancien collègue. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres collègues aussi de Sonatrach ici, qui m'ont invité pour donc participer avec vous à cette journée. Donc aussi bien de commémoration sur le 24 février que pour faire un tour d'horizon sur ce qui se passe dans le secteur énergétique mondial. Donc je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. Je dois dire que j'ai fait à peu près la même conférence il y a 2 jours à Alger, au centre des études des anciens Moudjahidines, au musée des anciens Moudjahidines, avec Sidi Ahmed Ghazali, on l'a fait ensemble, où il a parlé de l'histoire du 24 février, des nationalisations, etc. Et moi j'ai abordé beaucoup plus l'aspect technique, parce que à l'époque, les nationalisations des hydrocarbures, le 24 février, moi je venais juste de rejoindre Sonatrach. J'ai rejoint Sonatrach en mars 1971, je suis sorti de l'IAP en février, d'ailleurs. J'étais même pas au courant des nationalisations, parce qu'à l'époque, je faisais pas beaucoup de politique. Ça, c'est beaucoup plus du boulot qu'autre chose. Donc, j'avais commencé à travailler, et tout de suite après, pratiquement dès le 19 juin, quand Houari Bouhoudine Hassan Saoud pour fêter le 19 juin, donc on a été mobilisés. Moi, j'étais débutant. Je venais de démarrer, j'étais superviseur géologue sur un puits dans la région de Béchar. J'ai été appelé à Hassan Saoud. J'ai fait 12 heures de Land Rover, je crois, entre Béchar et Hassan Saoud, par piste, la nuit, parce que j'étais convoqué en urgence par Brahim Mohamed, qui était chef de district à Hassan Saoud. Et on m'avait affecté avec 2 officiers du service national sur le gisement de Tinfouillet encore pour remplacer les ingénieurs de Sopréfa, les ingénieurs français qui sont partis, qui ont abandonné le gisement complètement. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus qu'un chef de district, Djabou Madraboukhor, je ne me rappelle plus de son nom, c'était un Algérien. Il y avait un technicien, Djabou Mohamed Toufa, et voilà, on m'a ramené là-bas avec 2 techniciens. On m'a dit un service national, un avec ni expérience, ni rien. Et on a fait fonctionner le gisement. Il y avait 3 appareils de forage, on produisait du pétrole, du gaz, du condensat. Ça a marché. Par miracle, je dois le dire. Je ne sais pas moi je disais vraiment, quand je me rappelle, et beaucoup d'autres collègues à Hassan Saoud, ils peuvent raconter des tas de choses. Bien. Ceci dit, enfin, ça m'a permis de me rappeler 1971. Bien. Donc, ma contribution aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le gaz naturel, pas la sécurité énergétique, mais on va obligatoirement parler de sécurité énergétique. J'ai un autre exposé, j'ai fait une étude pour la CAF sur la sécurité énergétique en Algérie, mais c'est-à-dire, elle aurait demandé beaucoup plus de temps. Je pourrais donner le document si cela est utile au CRASC. C'est un document quand même d'une 50aine de pages qui a toutes les données sur la consommation d'électricité en Algérie, la consommation de gaz, les tendances, etc. Tout pratiquement. Si cela vous est utile, je peux vous la donner. Bien. Donc, je vais parler beaucoup plus de gaz. Alors, avant de parler de l'Algérie, il faut essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin. Comme vous le voyez ici, c'est la consommation mondiale d'énergie. Dans la première ligne, là, vous avez donc la production mondiale de gaz, et comme vous le voyez en 2021, il y a eu quand même 4149 milliards de mètres cubes qui ont été consommés, c'est-à-dire 4,6% de plus que 2019. On ne compte pas 2020 parce que c'était l'année du Covid. L'année du Covid, elle n'est pas représentative, donc on la considère pratiquement pas. C'est une quantité quand même assez importante. En 2030, il est prévu que cette consommation augmente, mais tout dépend du scénario, justement, de réduction des gaz à effet de serre. C'est ce dont monsieur parlait tout à l'heure. Quel est le scénario? Le scénario laissez-faire, c'est le STEPS que vous avez ici. Bon, je ne sais pas si je peux... Avec pas de souris ici. Ah, si, voilà.
Voilà. Le scénario STEP, c'est en anglais, hein, c'est je ne m'en rappelle plus. C'est-à-dire laisser faire, en quelque sorte. Donc, la consommation augmentera, la production, pardon. Tandis que le APS, c'est rapide, c'est le scénario rapide. Le l'autre, c'est le net zéro. NZE, c'est le net zéro. Donc, la production gazière est prévue diminuer d'ici pratiquement 2030 et encore moins en 2050 à cause de la lutte contre le réchauffement climatique. La demande mondiale en gaz, comme vous le voyez ici aussi, elle a augmenté aussi de 4%, un peu plus de 4% par rapport à 2019. Mais ce qui est important, c'est de voir que la demande gazière, elle est essentiellement destinée à la production d'électricité, 40%. Le secteur résidentiel, 27%. C'est là qu'on voit donc que 67% c'est pratiquement de l'électricité ou des résidentiels. On le verra tout à l'heure en Algérie, c'est pire. C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est une moyenne mondiale. Mais en Algérie, 78% de la consommation d'énergie primaire, c'est l'électricité et le résidentiel. C'est-à-dire sans production de plus-value. Il n'y a pas de production de richesse. On consomme de l'énergie, mais on ne fait pas grand-chose avec. Et c'est ça le plus gros problème de l'Algérie. Ce n'est pas tellement un problème de sécurité énergétique ou de disponibilité de ressources, c'est l'usage qui ne produit pas de richesse. C'est ça le problème. Donc, la demande mondiale en énergie primaire, vous l'avez en bas aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, elle est basée à 58% sur les énergies fossiles, et en 2030, ça va varier entre 46 et 54%. Et là, dans le scénario, le scénario rapide, ça c'est le scénario, je l'ai mis ici, que le scénario rapide. Le charbon, lui, il va baisser, il va passer de 27% à 16 à 22%. Les ENR, eux, ils vont pratiquement doubler. On voit qu'ils vont passer de 13% dans le mix énergétique mondial actuel à 24 à 38% selon le scénario. 24% net zéro et 38% c'est le laisser-faire. Donc, tandis que le nucléaire, lui, va rester pratiquement à 5%. Voilà ce qui va se passer, ce qui se passe ou ce qui va se passer un petit peu dans le monde. Alors, voilà. Très rapidement ici maintenant, c'est juste pour comparer, parce qu'on en parlera beaucoup tout à l'heure, sur la production et la consommation mondiale de gaz. Je me concentre uniquement sur le gaz parce que c'est pratiquement l'enjeu primordial dans le secteur énergétique, aujourd'hui, demain, après-demain. C'est le gaz qui va conditionner pratiquement l'évolution du mix énergétique ou du secteur énergétique de façon générale. On constate là, c'est les principales régions du monde productrices ou consommatrices, ou importatrices aussi. Là, on voit que l'Amérique du Nord, elle est pratiquement en tête. C'est le premier producteur de gaz dans le monde. C'est le premier consommateur aussi. Et il a un surplus. Il assure sa sécurité énergétique aussi bien aujourd'hui qu'en 2030. Il n'a absolument aucun problème. Les pays du CIS, c'est-à-dire c'est l'ancienne Russie, URSS, c'est essentiellement la Russie le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. L'Ukraine, ils ne pèsent pas grand-chose. Donc on voit que c'est le deuxième pays producteur, enfin pas tout à fait le deuxième pays producteur, on verra tout à l'heure, c'est le deuxième pays producteur, en consommateur il ne l'est pas. Donc 896, il consomme 600, il peut exporter net 285. Puis vient le Moyen-Orient, qui est en troisième position. Et puis après, vous avez l'Asie-Pacifique, mais l'Asie-Pacifique, c'est vrai qu'elle produit beaucoup, mais elle consomme beaucoup. L'Afrique, elle produit, ça va, une bonne production quand même, une consommation beaucoup plus faible, et donc par conséquent un excédent au point de vue exportation. L'Europe, c'est le deuxième marché, vous voyez le chiffre, c'est pas la peine de s'épaler là-dessus. L'Amérique du Sud, c'est tout juste. Le total, évidemment, ça s'équilibre. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette planche? C'est qu'il y a pratiquement 4 régions dans le monde qui sont excédentaires au point de vue production et consommation. Ils ont du gaz à exporter. Ils s'autosuffisent.
Et il y a 3 régions qui sont de grosses, des régions qui consomment beaucoup, qui produisent du gaz, mais qui ne se suffisent pas. Ça veut dire qu'il y a 2 marchés et 4 producteurs. Et sur les 2 marchés, en fait, c'est le marché asiatique et Asie-Pacifique et le marché européen. Alors, les 2 marchés qu'il y a et qui sont en compétition, en très forte compétition, surtout actuellement depuis 2021-2022. Alors, comment va évoluer, grosso modo? Je reste toujours dans les généralités, mais on rentrera dans le détail. Ici, c'est une analyse de la société BP, British Petroleum, qui montre un petit peu comment évolue la consommation mondiale d'énergie depuis 1900 jusqu'à 2050. Ce qui est important, c'est de noter que le charbon, c'est le grand perdant. Ah, là, c'est la courbe noire. Voilà, c'est celle-là. Donc, pratiquement, c'est en baisse continue. Là, pendant des années, c'est-à-dire 70, 90 et même 2000, il y a une stagnation. Et puis après, de nouveau la baisse, ce qui est prévu jusqu'en 2050. Le pétrole, lui, le vert, il baisse aussi, de façon continue pratiquement depuis 1975. Pour ça qu'on peut parler d'un pic pétrolier évoqué tout à l'heure, mais où est-ce qu'il se situe? Un pic pétrolier ou gazier, hein? On ne sait pas exactement où c'est, hein, parce qu'avec les nouvelles technologies, à chaque fois, tout ce qu'on pensait avant ne pas pouvoir l'exploiter est devenu exploitable grâce au progrès technologique et à la réduction des coûts de production et des coûts dans les usages aussi. Mais ce qui est important, c'est les énergies renouvelables. Ça, on le verra tout à l'heure aussi dans le détail, c'est que là, j'arrive difficilement à... Voilà. Voici les énergies renouvelables et qui vont pratiquement dépasser les... non, cette affaire-là, c'est les énergies renouvelables, voilà, qui vont dépasser pratiquement les 40% dans le mix énergétique à partir de 2050. Tandis que les hydrocarbures, enfin, et plus spécialement le gaz, lui, il va rester autour de 23-24%. C'est la courbe en rouge, hein, je n'arrive pas à... Dommage, il n'y a pas de souris. Non, si les souris, ça aurait été beaucoup plus... Bien, donc ça c'est grosso modo, juste pour moi, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ça veut dire que nous assistons à une... Merci. C'est bon. Donc, on assiste, c'est ça un petit peu la transition énergétique évoquée tout à l'heure, elle est réelle, hein, ce n'est pas quelque chose dans le monde, elle est vraiment réelle. Et ce d'autant plus que, comme on l'a montré tout à l'heure, les plus gros marchés Asie-Pacifique et Europe, ce sont les plus gros consommateurs de gaz, c'est les plus gros consommateurs de pétrole aussi. Hein. C'est exactement pareil. On assiste à une véritable transition énergétique avec un maximum de même avec la souris, je n'arrive pas. Bon, de toute façon, vous le voyez très bien ici, que à partir de 2030 à peu près jusqu'en 2050, il va se passer beaucoup de choses avec une réduction de toutes les énergies fossiles et une augmentation des énergies renouvelables. Pourquoi? Pour la simple raison que dans le monde actuellement, dans le fromage que vous avez à votre gauche, on voit que les hydrocarbures dans le mixte énergétique, dans le modèle de consommation, c'est 56%, le charbon 27% et le nucléaire 4%. Et ça, c'est dans le monde. Mais si on prend seulement les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus développés et ceux qui consomment le plus de pétrole, de gaz, d'énergie en quelque sorte, et bien on constate que c'est, par exemple, pour le gaz naturel, ça c'est pour l'électricité, hein, qui est la principale énergie utilisée. Ils utilisent 30%, c'est à base de 30% gaz naturel, 18% seulement en charbon, nucléaire 17%, et surtout le renouvelable 34%, c'est y compris l'hydroélectricité bien sûr. Ça veut dire que, en fait, ce sont
les pays de l'OCDE qui sont très en avance en matière de transition énergétique vers les énergies renouvelables. C'est ça qui, par rapport au monde, hein, vous voyez, par exemple, dans le monde, il y a 27% de charbon, alors que les pays de l'OCDE, c'est 18%. Pourquoi? Parce que le charbon est essentiellement utilisé surtout en Chine et en Inde. Bon, celle-là, je passe pour ne pas perdre trop de temps. Alors, quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi il va y avoir, surtout à l'avenir, autant de problèmes? Ça, ce sont les fromages qui indiquent les réserves. C'est tiré d'une étude de BP, British Petroleum. Donc, le fromage concernant le pétrole, on constate ici qu'il y a 48% des réserves pétrolières sont au Moyen-Orient. L'Amérique centrale du sud qui vient en deuxième position, c'est 18%. Et puis le reste, c'est le reste du monde. Par exemple, l'Amérique du Nord, c'est 14% seulement. Et ce qui est important pour le gaz naturel, c'est que le Moyen-Orient, il a aussi 40%. 40% des réserves mondiales de gaz naturel sont au Moyen-Orient. Tenez-vous bien, le premier producteur au Moyen-Orient de gaz, c'est le Qatar. Et pourtant, l'Iran a beaucoup plus de réserves de gaz que le Qatar. Il ne les a pas développées jusqu'à maintenant pour des raisons politiques, parce qu'il y a l'embargo. Et c'est le plus gros consommateur de gaz naturel au Moyen-Orient, l'Iran. Le jour où l'Iran viendra avec son gaz, c'est-à-dire si jamais il peut le développer, il est en train de le développer, s'il y a moins d'embargo, ça je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de bruit sur le marché gazier. Aujourd'hui, il n'exporte pas un seul mètre cube. L'Iran importe même du gaz du Kazakhstan dans sa région nord parce qu'il en a besoin. C'est le plus gros, je crois qu'il consomme 85 milliards de mètres cubes par an, l'Iran. C'est le plus gros consommateur. Donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre énorme au point de vue réserve. Et on l'a vu tout à l'heure au point de vue production. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de l'hydrogène. Bon, l'hydrogène aujourd'hui, il est essentiellement produit à partir du méthane pour faire de l'ammoniac, de l'urée, etc. Mais avec un coût raisonnable. Mais pour faire l'hydrogène vert, il faut obligatoirement faire de l'électrolyse. Donc il faut une source d'énergie verte, c'est-à-dire solaire ou éolienne ou là, et il faut une unité d'électrolyse. Et ça revient 2 fois, 3 fois plus cher. Vous avez dans cette courbe pratiquement une estimation de l'évolution du prix de revient en euros du kilogramme d'hydrogène entre 2020 et 2030. Ça veut dire qu'il faut attendre pratiquement 2030 à la scène. Toutes les analyses pour que l'hydrogène vert soit plus compétitif que l'hydrogène bleu ou l'hydrogène gris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. D'ailleurs, tout le monde travaille. Même Sonatrach, j'ai lu dernièrement qu'il prévoit un budget pratiquement de 25 milliards de dollars d'investissement pour développer l'hydrogène vert. C'est vrai, parce que nous avons l'énergie solaire Lyberg, c'est un potentiel extraordinaire si on le développe. L'eau, bon, il faut utiliser l'eau où qu'elle soit, c'est-à-dire l'eau qu'on n'utilise pas bien sûr pour les besoins humains ou là, la traiter, on peut faire de l'électrolyse et on peut facilement, mais c'est pas pour demain. Il ne faut pas croire que l'hydrogène, on va le produire demain, il va remplacer, et d'ailleurs on le voit ici en matière de prévision par exemple de production, dans tous les scénarios de réduction à effet de serre, même dans la solution, c'est-à-dire net zéro, c'est-à-dire au point de vue contribution de l'hydrogène, elle demeure assez faible, même à l'horizon 2050. Ce n'est pas en 2050 qu'il va remplacer le gaz naturel ou toute autre ressource énergétique. Alors, conclusion un petit peu sur ce qui se passe dans le monde. On voit donc que, en matière de ressources non renouvelables, c'est-à-dire hydrocarbures, en 2035, c'est vrai, il va y avoir un déclin, mais quand même la prédominance des hydrocarbures et du charbon, les hydrocarbures à 54% et le charbon à 23%. Ça, c'est selon toutes les hypothèses. En 2050, le gaz restera toujours présent en fonction des 3 types de scénarios, entre 23 et 28% dans la génération électrique. Voilà. Ça montre un petit peu toute l'importance du gaz. Et on viendra après pourquoi.
Mais on vient de voir, il y a un gros problème de répartition géographique, c'est-à-dire de possession ou de contrôle. Parce que très souvent, moi, quand je parle avec en conférence ou là, dans des débats, je dis, tout dépend. On a la ressource ou là, on la contrôle. Le contrôle existait avant. Mais depuis qu'il y a des changements un petit peu, il y a le conflit russo-ukrainien là, il a introduit un environnement géopolitique complètement différent. Vous avez vu la réaction, par exemple, de l'Arabie Saoudite, des pays de l'OPEP, etc., vis-à-vis des États-Unis, quand il fallait, est-ce qu'il faut augmenter ou non la production pétrolière? Tout le monde a tiré le fringuel et fait d'État comme Faïda, ou fait d'État et Faïda. Vous voyez l'Arabie Saoudite contrer les États-Unis ou les Émirats, ou là, c'est vraiment quelque chose. Moi j'ai vécu ça, et c'était sincère. Le ministre saoudien disait, bon, les États-Unis n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs, hein. Notre intérêt c'est notre intérêt. Voilà. Donc il y a du changement. Donc, c'est-à-dire que Bekri, les États-Unis contrôlaient la majeure partie de la production pétrolière et gazière dans le monde. Mais plus maintenant. Et ce sera probablement de moins en moins. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. En matière de ressources renouvelables, on vient de le dire, donc c'est 2035, il y aura, et ils seront pratiquement, selon le scénario, entre 25 et 50%. 50% c'est le net zéro. Il y a vraiment si, en 2050, il n'y aura plus d'émissions de gaz à... Mais il y a très peu de gens qui le croient. On vient de voir avec la COP 26, 27, etc. Tout le monde est revenu pratiquement en arrière. Le taux de croissance, c'est-à-dire actuellement pratiquement dans les développements des énergies renouvelables qui va demeurer à 7,4%, ce qui est important. Et maintenant, pour l'hydrogène, entre 2035 et 2050, quelle place? Tout dépendra des progrès technologiques à lever en matière de stockage, en matière de transport et en matière d'usage aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle aujourd'hui plus que jamais? Là, je vais faire un petit peu un historique sur les ressources, leur place dans le monde, les principaux producteurs, les principaux marchés, et qu'est-ce qui peut influencer en quelque sorte l'avenir. Mais pourquoi il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle aujourd'hui de crise énergétique? Beaucoup de gens croient que c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Non. La crise énergétique, elle a démarré en 2014. Elle s'est aggravée après la crise sanitaire et elle a pris un tournant définitif pratiquement avec le conflit russo-ukrainien. Elle a commencé petit à petit, on ne s'est pas rendu compte. Voilà pourquoi, on va le voir. Voilà. Pourquoi en 2014? Vous vous rappelez qu'avant 2014, le prix du baril, il avait augmenté énormément, donc le prix du gaz aussi. Les investissements dans les hydrocarbures, ils ont aussi augmenté de façon extraordinaire. En 2014, on est arrivé à 1000 milliards de dollars d'investissement en une année dans le secteur des hydrocarbures. Mais depuis 2014, quand le baril s'est écroulé, les investissements ont baissé, on le voit ici, jusqu'en 2020, on est passé de 1000 à 576 milliards de dollars. C'est-à-dire de moitié, pratiquement. Presque de moitié de la baisse des investissements. Et dans la recherche, c'est-à-dire l'exploration et la production pour renouveler les réserves, etc., c'est encore pire. On est passé de 850 à 350. Et là, il y a eu une reprise uniquement à partir de 2021-2022, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de gaz en Europe, parce qu'on a manqué de gaz en Asie, parce que les prix du gaz, on le verra tout à l'heure, sont montés à un niveau vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a eu mais. Vous avez dû lire ou entendre que la plupart des banques actuellement, ils disent qu'ils ne vont plus financer les activités dans les hydrocarbures à l'avenir. Ils vont financer surtout les énergies renouvelables. Bon. Il y a une montée ici parce qu'il y a un besoin, mais dès que le besoin sera couvert par une source ou une autre, ou par un prix trop bas, les investissements ils reviendront vers la baisse au profit
des énergies renouvelables, et on va le voir tout à l'heure d'ailleurs. Ça, c'est ce qui s'est passé depuis 2014. Idem ici, ça c'est les investissements du gaz. C'est juste pour montrer que, bien sûr, ce n'est pas les hydrocarbures seulement, c'est aussi le gaz. On voit que ça a baissé énormément, pratiquement depuis 375 milliards de dollars jusqu'à quelque chose comme même pas 220 milliards de dollars en 2020. Alors, ça, c'est important. Là, on voit, on parlait tout à l'heure par exemple du gaz, 300, 200, etc. Regardez ce qui c'est. Le vert, c'est les énergies renouvelables. Depuis 2015 jusqu'à 2022, on voit que 2015, c'est-à-dire juste après le choc pétrolier, 2015, 2016, 2017, c'est resté stable. Avec la reprise, c'est-à-dire une certaine stabilisation du marché de l'énergie, à partir de 2018, il y a eu de nouveau une reprise des investissements dans les énergies renouvelables jusqu'en 2022. Et là, en 2022, là, on est arrivé pratiquement à quelque chose, il y a un peu plus que 400 milliards de dollars d'investis dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire plus que dans le secteur des hydrocarbures. Aujourd'hui, il y a plus d'investissements. Depuis 2018-19, on augmente. Il y a plus d'investissements dans les énergies renouvelables tandis que dans les autres secteurs, les autres couleurs que vous avez en bas, c'est les hydrocarbures, le charbon, le nucléaire, ça a baissé. Ça a baissé de façon continue aussi. Depuis pratiquement 2016 jusqu'en 2022, ça baisse dans le secteur des hydrocarbures. Donc, ça, c'est le choc, les effets du choc de 2014. La crise sanitaire, elle, et le conflit russo-ukrainien. L'Europe, elle, on le voit, elle est devenue pratiquement le principal théâtre de la crise énergétique actuelle. Le gaz en est la principale préoccupation. Sa production qui est de 231 milliards, ce qu'ils produisent, enfin essentiellement en Norvège, 231 milliards, mais elle a chuté quand même en 2021. Et elle provient essentiellement de Norvège. Par contre, sa consommation, c'est-à-dire qui est de 363 milliards de mètres cubes, elle a aussi chuté, parce qu'ils font maintenant de l'économie d'énergie, beaucoup d'économie d'énergie en Europe. Les importations, elles sont en recul. Pourquoi? Parce qu'ils importent moins de gaz depuis pratiquement 2021, moins de gaz russe, alors que les autres producteurs, eux, c'est-à-dire ils n'étaient pas préparés pour fournir du gaz. Par exemple, les Européens, quand ils ont voulu faire face au conflit russo-ukrainien, ils sont adressés à l'Algérie, au Qatar, etc. Mais tous les pays leur ont dit, écoutez, mais nous, on a des réserves, on a des capacités de production, on a des moyens d'exportation, et c'est engagé, on est engagé dans des contrats, on ne peut pas vous donner plus que ce qu'on donne actuellement. On va augmenter, mais on va augmenter petit à petit. C'est-à-dire que Chouïa, qui m'a l'Algérie, elle a déjà augmenté, je crois, de 4 milliards de mètres cubes à l'Italie, et ainsi de suite. Le Qatar, mais ça ne permet pas de couvrir les importations, de toutes les importations. Donc la préoccupation primordiale de l'Europe, c'est comment remplacer le gaz russe, et puis par gazoduc ou par GNL. Voici la demande européenne en gaz depuis 2018 jusqu'en 2030. Et là, on constate qu'il y a un gap pratiquement. En 2018, déjà, ils importaient 50 millions de tonnes de LNG, de GNL. Le reste, c'est par pipe, c'est le rouge, c'est le gaz russe, etc. Mais en 2030, c'est pas loin, c'est dans 7 ans, ils auront besoin de 140 millions de tonnes de GNL. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les gazoducs qui vont remplacer le gaz russe. Même, là on parle d'Algérie, on parle d'un nouveau gazoduc qui va vers la Sardaigne. Ok. C'est un gazoduc qui va amener 8 milliards de mètres cubes. C'est tout. 12 ici, il y a 12. On est loin des 300 et quelques milliards, 430 milliards de mètres cubes, on le verra tout à l'heure, donc l'Europe aura besoin en 2030. Donc, l'essentiel, c'est juste pour dire que le marché du GNL, le GNL va tirer un profit extraordinaire de cette crise énergétique. Il va pratiquement, à partir de 2030, le marché gazier sera alimenté par plus de GNL que par gaz naturel. Ça doit faire plaisir à des gens de GNL, je ne sais pas s'il y en a ici, des gens d'Arzeau,
Mais l'avenir, c'est le GNL, hein, qu'on le veuille ou non, c'est les échanges dans le monde, ce sera surtout du GNL. Alors, et là, on voit un autre effet de la crise énergétique, ça c'est les prix du gaz naturel. On voit que les prix, ils sont restés pratiquement d'un marché à un autre, entre 2-3 dollars, c'est les États-Unis, ça c'est la courbe en bleu, et le vert c'est pratiquement le Japon, et le jaune c'est l'Europe. Et c'est resté, donc de deux, c'est normal hein, qu'il y ait une différence importante entre les trois marchés, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe et Asie, pratiquement jusqu'à 18 dollars. Mais en moyenne, c'était 10 dollars pratiquement, depuis 2010. Et regardez un petit peu, en 2022, le prix pour le gaz naturel est monté, le gaz naturel, c'est-à-dire par le gazoduc, 70 dollars le million de BTU. C'est du jamais vu. En 2022, ben, il y a du gaz qui s'est vendu comme ça, 70 dollars en Europe. Ça, c'est en Europe. Hein. Mais au Japon aussi, hein, c'est le GNL, il a été de pratiquement 20, un peu plus que 25 dollars le million de BTU. On voit le marché du GNL, c'est exactement pareil aussi. Depuis 2021, il n'arrête pas de monter et il a atteint des prix vraiment extraordinaires, c'est-à-dire 90 dollars ou un peu plus le million de BTU en Europe. Donc, c'est juste pour dire que le GNL va être pratiquement la forme de gaz ou le type de gaz le plus demandé dans les années à venir. Alors, quel est l'avantage de l'Algérie par rapport à... Ça, c'est une étude qui a été faite par Outlook Energy Intelligence, pardon, et ils ont posé deux questions. La première, c'est-à-dire à des analystes, il y a eu des réponses. Et la première des questions, c'était quel facteur sera le plus déterminant pour la gestion des marchés mondiaux de gaz et du GNL en 2023 et au-delà de 2023. Alors, parmi toutes les analyses, parmi toutes les réflexions, il y a des choses qui sont très intéressantes pour l'Algérie. On voit que le premier élément, le facteur le plus important, c'est-à-dire pratiquement à 60%, c'est l'alternative au gaz russe pour l'Europe. Ça veut dire que le marché européen, l'alternative au gaz dont a besoin l'Europe, sera le facteur le plus déterminant pour le marché gazier à l'avenir, en 2020, aussi bien dans l'année qui est en cours que dans les années à venir. Le deuxième élément favorable aussi, c'est le GNL. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous dire que l'avenir, c'est le GNL. Et enfin, il y a deux autres facteurs aussi qui sont intéressants, c'est la croissance à long terme, increase in long term, the supply agreement, c'est-à-dire c'est les contrats de long terme. Or, là, on veut souvent vendre notre gaz avec des contrats à long terme, donc c'est favorable pour nous, ainsi que la stabilité de ces contrats. Et enfin, la deuxième question, c'est quels seront les principaux problèmes géopolitiques en 2023. Évidemment, en premier, c'est le conflit russo-ukrainien qui va continuer pratiquement pendant plusieurs années, et puis la crise énergétique en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Algérie a un avantage extraordinaire par rapport à sa proximité vis-à-vis de l'Europe, par rapport à ses réserves, on va le voir tout à l'heure, etc. C'est-à-dire que nous n'avons que des paramètres favorables en matière d'exportation de gaz, etc. Alors, ça c'est le DECA, ça c'est le GNL, je ne vais pas m'attarder, toujours dans le GNL, on voit que, j'ai dit que le GNL c'est l'avenir. On voit ici que les 5 principaux exportateurs, les 5 régions, c'est l'Australie en premier, parce qu'elle est très loin, elle produit beaucoup de gaz, mais elle ne peut l'exporter que par GNL, parce qu'il n'y a pas de gazoduc, l'Australie, le Japon, la Chine, c'est pratiquement impossible. Le Qatar en deuxième, les USA aujourd'hui, qui sont devenus pratiquement les premiers fournisseurs de l'Europe, la Russie, est-ce qu'elle va continuer ou pas, je ne sais pas, la Malaisie. Mais les importateurs, eux, c'est qui? C'est l'Europe. L'Europe importe 2 fois plus que le Japon, 2 fois plus que la Chine en matière de GNL. Mais
n'empêche que ce sont les États-Unis qui profitent actuellement essentiellement du marché européen. Bon, je cite tout ça, c'est pour dire, mais dans la fin, on va voir, ça veut dire que nous, on peut développer nos exportations demain en GNL, mais nous avons un très gros compétiteur. En fait, le compétiteur, les USA sont de plus gros compétiteurs que le Qatar pour l'Algérie. Le GNL américain, il est beaucoup plus, beaucoup plus négatif en quelque sorte pour nous. C'est un véritable compétiteur. Alors, l'Algérie, et j'en viens à l'Algérie justement. Alors, quelle place, quel rôle, quel défi. L'Algérie, c'est quoi? L'électricité, 99%. Notre électricité, actuellement, celle qu'on a ici ou ailleurs, 99% elle est produite à partir du gaz. La mobilité, 50%. Pas de voiture électrique en Algérie, ou quelques-unes, ou peut-être un train électrique, ou je ne sais pas quoi, mais disons 100% de la mobilité, c'est les hydrocarbures, c'est du pétrole. Et la rente, bien sûr, l'économie, c'est 96%. Voilà, ça veut dire que les hydrocarbures sont au cœur de tout, pratiquement. On ne peut rien faire sans les hydrocarbures. Alors, pourquoi? L'Algérie en Afrique. Il faut d'abord parler un petit à petit, on va aller à l'Afrique, dans la courbe, c'est-à-dire complètement à votre gauche, là, on voit que les réserves en gaz, nous sommes les deuxièmes détenteurs de réserves en gaz en Afrique, après le Nigeria. Bien que, si on rajoute le gaz de schiste, 24 800 milliards de mètres cubes, on est la première réserve pratiquement dans le monde. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas mis les 24 000 parce que ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur le gaz de schiste, on en parlera. La production africaine, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'Afrique, elle produit un peu plus de 280 milliards de mètres cubes de gaz par an, alors qu'elle ne consomme pratiquement que 160. Ça veut dire qu'elle a minimum 120 milliards à exporter. Ça, c'est pratiquement actuellement. Hein. Et enfin, la part d'exporter, on voit quand même que l'Algérie, elle exporte 52% de sa production. Voilà. Elle est pratiquement, je dirais, en deuxième, c'est-à-dire tout de suite après le Nigeria, il exporte beaucoup, 79%. Mais, disons que c'est équilibré. C'est-à-dire 50-50. Tandis que tous les autres exportateurs, eux, en fait, ils produisent beaucoup plus pour exporter. Pourquoi? Parce que l'accès à l'électricité dans les pays africains, il est très très faible. Il faut reconnaître que l'Algérie, ou essentiellement l'Algérie, hein, plus que n'importe quel autre pays, je crois, où nous avons l'accès à l'électricité le plus important, un taux de raccordement de 99, quelque chose pour cent. Vous savez combien le taux de raccordement au gaz naturel en Algérie? Il est de 63%. Il n'y a pas un seul pays au monde où il y a un taux de raccordement au gaz naturel comme l'Algérie. 63% des foyers sont raccordés au gaz naturel. Quand certains étrangers que je discutais avec eux, quand je leur dis 63%, c'est pas possible. Là, vous avez emmené du gaz partout dans tout le monde. Oui, 63%, c'est vrai. Il y a des wilayas qui sont à 90%. Je les ai visités quand j'étais au ministère. Là, je dis 90% des foyers raccordés au gaz naturel. Oh, qu'est-ce qui se passe là? On consomme beaucoup. Et on va le voir tout à l'heure. Hein. Oui. Non, l'immensité, le maximum de la population est au monde. Hein. Ça, c'est les exportations en Afrique. Et on voit là aussi que l'Algérie est le premier exportateur de gaz. Hein. C'est la couche violette. Là. Allez, voilà. Le deuxième, c'est le Nigeria. Donc, à part l'Algérie et le Nigeria, il n'y a pas d'autres pays exportateurs. On est en première position. L'année dernière, enfin 2021, on a exporté quand même 54 milliards. Puis le Nigeria qui vient avec une petite erreur, 38, c'est 38,4. Hein. Il y a une petite erreur dans cette. Voilà. Alors, maintenant, et je reviens un petit peu donc l'Algérie vis-à-vis du marché européen. Donc on a parlé un peu de tout, du monde, etc. Et voilà.
l'Europe. J'ai dit, c'est l'Europe qui est au cœur de la crise énergétique mondiale actuellement. C'est là que tout le monde veut vendre quelque chose ou la se placer ou là. Ils ont besoin de 2030 de 430 milliards de mètres cubes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un retard en matière d'énergie renouvelable, de nucléaire. Ils sont en train de revenir au charbon, au nucléaire, etc. Mais ils auront besoin de 420 milliards de mètres cubes en 2030. Qui peut donner ce gaz? Bon, je ne compte pas la Norvège parce qu'elle fait partie de l'Europe. Elle produit au maximum et elle donne le maximum de sa production à l'Europe. La Russie, ça va certainement s'arrêter. Hein, parce qu'au point où ça en est, la crise, à moins qu'il y ait un bouleversement géopolitique extraordinaire, une reprise des relations entre l'Europe et la Russie, peut-être qu'on reviendra au Nord Stream ou des autres gazoducs. Mais franchement, personne ne peut parier sur ça. Il y a l'Azerbaïdjan qui fournit déjà 8 milliards de mètres cubes directement vers l'Italie. Je pense arriver à... Et puis, bon, la Libye, il donne 5 milliards de mètres cubes, c'est tout, hein, en ce moment. Il y a un gazoduc qui relie la Libye à la Sicile. Et puis après, l'Italie, le continent. Et ils exportent 5 milliards à partir de petits gisements à la frontière algérienne, à l'Arab. Donc, et puis après, il y a l'Algérie. C'est le pays le plus proche, c'est le pays le rattaché par rapport à l'Europe. Il a une position vraiment extrêmement importante. Alors que l'Union européenne va dépendre à 67% en 2030. Maintenant, le GNL, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le GNL, les États-Unis surtout, ils ont exporté en 2022 45 milliards de mètres cubes vers l'Europe. C'était le premier fournisseur de l'Europe. Il y a le Nigeria aussi, qui ne peut vendre de toute façon que par GNL, sauf si on réalise avec eux le fameux TSGP, c'est-à-dire le Trans-Africain, le gazoduc qui vient du Nigeria et qui va jusqu'en Europe, et j'espère qu'il sera fait, comme ça il pourra transporter aussi bien du gaz nigérian que peut-être de notre gaz aussi, hein, à partir de certaines régions du sud. Surtout si on développe le gaz de schiste, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a le gaz qu'il y a dans ce qu'on appelle le bassin du Levant. C'est la partie est de la Méditerranée. Voilà. C'est toute cette région qui est partagée entre l'Égypte, Israël, le Liban, la Syrie, Chypre, un petit peu la Turquie. Il y a pas mal de gaz là-bas. Mais il y a de très gros problèmes géopolitiques. C'est-à-dire, à un certain moment, ils ont prévu de construire un gazoduc, ce qu'ils ont appelé EastMed, qui partirait pratiquement de l'Égypte, entre l'Égypte et Israël, qui traverserait Chypre et qui irait vers l'Italie. Mais il est obligé de passer par les eaux territoriales de la Turquie, de la Grèce, de pays qui ne s'entendent pas entre eux. Chypre qui ne s'entend pas non plus ni avec la Turquie, ni avec la Grèce. Ce qui fait que c'est un gazoduc qui a très peu de chances d'être... En ce moment, c'est l'Égypte qui est en train d'en profiter. Ils veulent ramener, y compris le gaz israélien, du Random, ils le liquéfient et ils l'exportent vers le... Bon. Mais ce n'est pas un grand compétiteur pour l'Algérie. Qatar, eux, ils peuvent concurrencer l'Algérie. Mais Qatar, elle est plus intéressée par le marché asiatique. Parce que le marché asiatique, c'est plus gros demandeur que l'Europe. Et le gaz, il coûte beaucoup plus cher là-bas. Et je reviens à tout à l'heure, j'ai cité l'OPEP. Pourquoi l'Arabie Saoudite, ou le Qatar, ou les Émirats, etc. Ils ont résisté aux pressions US, etc. Parce qu'ils savent, ces pays-là savent que le marché asiatique, aussi bien pétrolier, gazier, énergétique, même les échanges, l'avenir il est avec la Chine, avec l'Inde, il n'est pas avec les États-Unis. Ils ont pris conscience, et c'est ce qui leur a permis de résister aux pressions des États-Unis et aux pressions de l'Europe. Donc voilà les enjeux en quelque sorte, ce qui se passe. Bon, j'ai montré cette carte, c'est beaucoup plus pour dire qu'il y a du GNL qui va venir de la côte est de l'Afrique, parce qu'il y a de grosses découvertes au Mozambique. Mais ce gaz-là, il partira beaucoup plus en Asie-Pacifique. Il ne partira pas
en Europe, il ne peut pas nous concurrencer, c'est pas possible. Pour nous concurrencer, il faut qu'il fasse le tour de l'Afrique, ou bien alors il faut qu'il puisse concurrencer par l'Est le gaz de Qatar. Voilà. Alors, l'Algérie, maintenant, je reviens maintenant vers le détail, je rentre là, je parlais d'Afrique, etc. L'Algérie. Ben, écoutez, nous avons c'est pour ça que moi je dis souvent que l'Algérie n'a pas de problème de sécurité énergétique. Nous n'avons pas de problème et on n'aura pas de problème de sécurité énergétique. Pour la simple raison que on a assez de réserves. On a quand même, au total, entre ce qui est prouvé, ce qui reste et ce qui va être découvert, ce qui est connu quand même par les techniciens, c'est à peu près 4400 et quelques milliards de mètres cubes. Là, c'est le gaz conventionnel. Et on a 24 800 milliards de mètres cubes de gaz de schiste dans le sous-sol. Qu'on l'exploite ou pas, je ne sais pas. Mais le problème interne, c'est beaucoup plus un problème de mix énergétique. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser du gaz ou là le remplacer par les énergies renouvelables, réduire la consommation, c'est-à-dire participer à la lutte contre les changements climatiques, etc. C'est ça le problème. C'est pas on n'a pas de problème. Mais, et puis, on a un problème de rente, bien sûr. Bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, parce que la rente, c'est 96%, toutes les rentrées, c'est des hydrocarbures, mais, c'est-à-dire, il suffit de faire une transition économique, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'exporter plus. Donc, l'essentiel, je dirais, nous n'avons pas de problème de sécurité énergétique en Algérie parce qu'il il a redoué. Par exemple, on a besoin de tout notre gaz à consommer en Algérie, et on le consommera en Algérie de toute façon. La priorité, c'est le marché intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Les 4800, sans compter le gaz de schiste, ils peuvent nous faire, on peut vivre avec, au point de vue sécurité énergétique, minimum jusqu'à 2050-2060 sans aucun problème. Sans aucun problème. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, ça c'est les réserves. Là, vous avez un profil de production jusqu'en 2030. Là, il est prévu de toute façon que la production continue à augmenter. On a eu juste une baisse en matière d'exportation. C'est la ligne noire. C'était pratiquement entre 2021 et 2022. Hein, et surtout en 2020, à cause du Covid, on a consommé, c'est-à-dire on a nettement moins exporté, pourquoi? Parce que la demande aussi, elle était extrêmement faible. Maintenant, c'est-à-dire les avantages, avant de parler des défis pour la sécurité énergétique, effectivement. Donc, les avantages sur la scène énergétique mondiale. D'abord, c'est des réserves. Nous avons des réserves aussi bien conventionnelles que non conventionnelles. Le deuxième, c'est les énergies renouvelables, un potentiel extraordinaire, sauf qu'il reste à développer. Et attention, il y a beaucoup de gens qui parlent d'énergie renouvelable, c'est pas aussi facile qu'on le croit. 1000 mégawatts, par exemple, c'est $1 milliard à investir. 15 000 mégawatts qui sont prévus, c'est 15 milliards de dollars à investir. Donc, ce n'est pas, c'est pratiquement $1 par, $1 million par mégawatt. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut, pour réaliser le programme prévu d'année 15 000 d'ici 2037, il faut investir 15 milliards de dollars, minimum. Donc, il ne faut pas croire que c'est aussi facile que ça. C'est pour ça que les gens ils disent, oui, on devrait accélérer, etc., etc. Mais il faut avoir de l'argent. Hein. La troisième, c'est la position géographique, bien sûr, en Afrique, en Méditerranée et surtout vis-à-vis de l'Europe. La quatrième, c'est les capacités d'exportation. Les capacités d'exportation de l'Algérie en GNL et en gazoduc, elles sont pratiquement de 58 000. Qu'est-ce que je raconte? Elles dépassent pratiquement la production totale de l'Algérie. C'est-à-dire, les GNL, enfin, les gens qui sont présents ici avec, vous me direz, ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on est en train de fonctionner à peu près à 50-60% des capacités, pas plus. Alors qu'on peut exporter 2 fois plus de GNL que ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de maintenance, etc. etc. Mais bon, ça je ne connais pas bien.
Je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc, on a des capacités d'exportation extraordinaires, surtout si on réalise le fameux gazoduc à travers vers l'Italie, celui qui est prévu, à travers la Sardaigne. Et enfin, la notoriété des engagements. L'Algérie n'a jamais pratiquement interrompu ses livraisons de gaz vis-à-vis de l'Europe. Jamais. Y compris au cours de la décennie noire, les années 90, terrorisme, sabotage de gazoducs. C'était chaque semaine, il y avait un gazoduc qui était saboté. Mais on avait appris, grâce aux cadres de son attaque, enfin aux cadres, aux techniciens, aux ouvriers, à réparer jamais au-delà de 4 jours. Au début, on tardait. Et puis après, même s'il y avait un sabotage d'Itsrap, on réparait pratiquement au bout de 3 jours, 4 jours, on remettait en circulation le gazoduc. Les gens ont à peine le temps de consommer ce qu'il y avait dans le gazoduc, que le gazoduc était de nouveau fonctionnel. Maintenant, il y a des défis. Et là, on va parler justement de transition énergétique, les défis de l'Algérie, très rapidement. Je n'avais pas prévu de faire une communication sur la sécurité énergétique. J'aurais pu le faire, hein, mais je pensais que c'était le gaz dans le monde, etc. C'est pour ça que je me suis atteint. Mais si vous voulez, la prochaine fois, on peut... je vous ai parlé de l'étude que j'ai faite pour la CAPS, sur la sécurité énergétique en Algérie. Là, je parlais que de l'Algérie. On a parlé des carburants, des trucs que je vous donne, la consommation de carburant, la consommation d'électricité par citoyen, par... C'est juste pour le premier défi. C'est la consommation nationale. Regardez un petit peu. Le gaz, entre 2007 et 2019, notre consommation en matière de gaz a augmenté de 80%. C'est énorme. Je vous ai cité tout à l'heure 63% de taux de raccordement au réseau de gaz. C'est énorme. C'est bien. C'est bien de donner le confort aux citoyens. Après tout, on a une richesse et c'est un droit. C'est bien. D'accord. Mais, est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ce n'est pas trop? Parce que, on va le voir tout à l'heure, dans quel domaine on a augmenté la consommation de gaz. Au point de vue, par exemple, électricité, on est passé pratiquement, là, on a augmenté de 78%. En matière de produits pétroliers, c'est-à-dire les carburants, 51%. Ça, c'est la croissance. S'il vous plaît, s'il y a des journalistes, ne faites pas l'erreur d'aller publier comme l'a fait Chak. Il y a 2 jours, j'ai fait c'est ce que j'avais fait avec Rosalie à Alger. Et une journaliste qui est partie, elle a affiché la consommation de gaz naturel en 2021, même pas en 2019. Elle a augmenté de 80%. C'est-à-dire par rapport à 2020. On a multiplié par 2 la consommation de gaz. C'est induire les lecteurs dans l'erreur. Donc vous voyez un peu le taux de consommation. Le condensat au pétrole brut, c'est pas important. J'ai presque terminé. Hein. Voilà. Là, c'est l'usage. Là, vous voyez un petit peu que les ménages et autres, quand je dis autres, c'est les commerces, etc. La consommation d'énergie par rapport à 2007, en 2019, elle a augmenté de 64%. C'est-à-dire que finalement, et voilà, dans le transport, 139%. Dans l'industrie, 68%, c'est-à-dire presque autant que dans les ménages et tout ça, mais donc 43%, c'est-à-dire 43 ou 68, c'est les matériaux de construction, c'est les carrières, le ciment, etc. Mais ce n'est pas la production de produits ou de richesses nouvelles. On dirait le ciment aussi, c'est quand même une richesse. Mais on ne produit pas, par exemple, d'autres produits dont on a besoin. Ça veut dire que là, on a une bonne partie de notre consommation énergétique qui est dans le confort. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Le confort n'est pas bon, le citoyen ne mérite pas. Le confort, là, c'est un droit, il faut donner le plus de confort possible, mais c'est trop, on ne consomme pas assez d'énergie dans la production de nouvelles richesses. Et c'est ça, le plus gros problème de l'Algérie, c'est celui-là, c'est pas autre chose. Donc, on a du gaz, on peut améliorer, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème de sécurité énergétique, mais
L'usage de l'énergie en Algérie, c'est lui qui reste à réformer. C'est lui qui a besoin d'être modifié. Donc, les défis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut absolument une politique d'efficacité énergétique, donc pour réduire un petit peu la consommation et la consommer là où il faut, accélérer les énergies renouvelables, accélérer aussi la mise en œuvre de la nouvelle loi pétrolière en 2019 pour renouveler les réserves, parce qu'on a vu tout à l'heure les réserves, et puis bien sûr, moi, je pense à une politique, c'est-à-dire une stratégie de développement basée sur la valorisation locale de l'avantage énergie. C'est-à-dire, je m'explique. L'Algérie, nous avons de l'énergie. On doit la consommer pour notre sécurité, c'est normal. C'est la priorité. Mais on est en train de l'exporter parce que ça nous ramène de l'argent. Mais est-ce que, moi je pose la question, est-ce que ça ne peut pas nous rapporter plus d'argent, de confort, de développement si on utilisait cette énergie localement? C'est-à-dire, le gaz, je le transforme en plastique, en je ne sais plus quoi. Parce que je crée de l'emploi, je crée de la richesse. Je crée une richesse que j'exporte qui me ramène encore plus de richesse. Surtout, et je crée surtout de l'emploi. Je vous donne un exemple. Il y a des sociétés étrangères qui sont venues en Algérie et qui fabriquent du ciment. Le ciment, ils fabriquent à partir de quoi? À partir du gaz. Le coût de la tonne de ciment, 60%, c'est le gaz. 60% du prix de revient de la tonne de ciment, c'est du gaz. 40% du prix de la tonne d'acier fabriquée par Tonciana, c'est du gaz. Voilà, ils sont venus parce que l'énergie n'est pas chère. Donc, ça a déjà pour le ciment et pour le fer. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut fabriquer même des bombes, et aujourd'hui, il y a des délocalisations. On a vu que l'énergie coûte de plus en plus cher en Europe, et les Européens sont en train de délocaliser vers les États-Unis. Donc, ils délocalisent vers la Chine, à cause de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, ils délocalisent vers les États-Unis parce que le gaz aux États-Unis, il coûte $2,5 le million de BTU, c'est tout. $2,5 le BTU, alors qu'en Europe, actuellement, il coûte $30 le million de BTU. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Européens, aujourd'hui les Allemands? Ils sont en train de délocaliser en masse vers les États-Unis. Pourquoi ils ne viennent pas chez moi? Tu veux délocaliser une usine pour qu'ils fabriquent un engrais, ou du plastique, ou de la j'ai du gaz, j'ai de l'énergie. J'ai 24 000 mégawatts de capacité d'électricité. Alors que je consomme au maximum pendant un jour ou deux, sur le mois d'août, 14 000 maximum. C'est-à-dire que j'ai 10 000 mégawatts de capacité que je n'utilise pas. Que je n'utilise pas pendant toute l'année. Hein. Les 14 000, pendant 2 ou 3 jours sur le mois d'août. Donc, c'est l'énergie. Aujourd'hui, il ne faut plus penser, je crois, à gaz, pétrole, l'énergie renouvelable. Énergie. J'ai de l'énergie. Celui qui en a besoin, il n'a qu'à venir. Je lui donne de l'énergie, il fabrique chez moi. On fabrique ensemble, et on exporte ensemble, ou on consomme ici. Voilà, merci. Pardon, je voulais juste... voilà. Ah. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Ça, je ne l'ai pas affiché, la courbe elle c'est juste, elle ne fait pas partie de l'exposé, parce que je n'ai pas mis, voilà. Allez. J'ai beaucoup parlé de gaz de schiste. Moi, je suis un adepte du gaz de schiste, je ne vous le cache pas, très franchement. Alors, c'est un profil de production que j'ai fait moi-même, ça, je ne l'ai pas retiré maintenant, c'est des chiffres que j'ai utilisés moi-même. Entre 2021 jusqu'à 2050. Tout ce qui est bleu, gris, orange,
c'est les hydrocarbures conventionnels. Si on continue à exploiter, on laisse faire avec le truc, l'hypothèse STEP, on ne fait pas d'énergie renouvelable, on ne fait pas rien, voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire en 2050, on aura épuisé nos réserves. Si on démarre les hydrocarbures non conventionnels, le gaz de schiste, c'est la partie rouge. Ça veut dire qu'en 2050, on pourra produire autant de gaz que ce qu'on produit aujourd'hui. En produisant le gaz de schiste. Si on le fait, bon, il y a de l'opposition sociale. Mais non. Voilà, je vous remercie.